Alliance Mandjak présente The second minute, Babu Kumanyako, around the world. Koramba Etienne, j'espère que vous allez bien. C'est Vigomis et on se retrouve pour un nouvel épisode de Mandjaku, le podcast qui révèle les pépites de la communauté Mandjak. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel. Certains d'entre vous peut-être le connaissent, d'autres vont le découvrir. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous apporter des informations essentielles sur l'identité Mandjak, sur notre culture, sur notre histoire et surtout pourquoi aller vers notre identité, pourquoi parler notre langue. Ça va vraiment être une révélation pour vous tous. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches de notification pour ne rien manquer. Merci à tous et on se rejoint à l'épisode. Salut Marvin, ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode de Mandjaku. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi, Vi? Ça va très très bien. Très content de nous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va échanger quand même un peu en profondeur, parler un peu quand même de nous dans les vrais sens du terme et puis hâte que l'émission commence. Je pense qu'on a l'invité idéal pour ça, pour parler de nous, de notre culture, nos origines, etc. Bon, bah, c'est parti. Il a fait un travail remarquable et vraiment, c'est un honneur pour nous de le voir aujourd'hui et puis qu'il puisse nous distribuer tout ce qu'il a pu acquérir comme connaissance sur la culture mandjak. Et puis, c'est un honneur, comme je le disais. Totalement. Bienvenue, professeur Sekoundiaï. Merci Yves, Vie du moins, et merci Marvin. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un invité spécial, un invité d'honneur. On a vraiment tenu à vous accueillir sur le plateau de Mandjaku. Donc, c'est un podcast qui parle de la culture Mandjak, de nos origines, de notre communauté, et vous êtes vraiment la personne idéale pour parler de tout ça. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? D'abord, je vous remercie beaucoup parce que de ces compliments. D'habitude, dans ma vie, j'aime pas beaucoup les compliments parce que les compliments en général freinent l'action ou nous arrachent notre liberté et nous empêchent d'avancer parce que après on est bloqué par le fait que est-ce que j'ai fait mieux, qu'est-ce qu'ils diront plus tard. Mais ça fait quand même avancer puisque quand vous faites des choses et que ça intéresse les autres, ça vous stimule davantage. Ça fait partie du paradoxe de la vie. Je suis Mandjak de Plound, de la famille Yingou. Je suis né au Sénégal, à Safan. J'ai étudié au Sénégal, puis en France, où j'ai conclu mes études par un diplôme de 3e cycle en citoyenneté, droits de l'homme et action humanitaire, ce qui justifie mon combat pour la Renaissance africaine, et en particulier la Renaissance Mandjak. Donc aujourd'hui, vous êtes un historien culturel, donc de l'histoire Mandjak, de la culture Mandjak. Quel est votre combat? Quelle est votre mission? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce parcours-là? Pour moi, l'histoire, la civilisation, la culture et la langue sont 4 éléments indissociables, chacun entraînant l'autre. L'histoire étant à la fin, l'histoire n'est pas là, elle n'est pas au début. Au début, c'est l'action, en rapport avec la nature, d'où le mot civilisation. Comme c'est-à-dire comment l'homme utilise la nature pour arriver à ses fins. Ça, c'est la civilisation. Et puis, c'est la civilisation qui va accoucher la culture. La culture, c'est après. Comment est-ce qu'il va être en relation avec les autres hommes pour mettre en valeur la civilisation qu'il a mis au point? Cette culture-là va accoucher à son tour la langue. La langue, c'est quoi? Ça va être l'huile de fonctionnement de cette relation entre les hommes. C'est pour cela que, une fois que la civilisation est mise en place, elle a couché la culture qui à son tour a couché la langue. C'est la langue maintenant qui, dans l'expression, va permettre
à la vie de se reproduire et de se développer, et donc de laisser les traces. Et ce sont ces traces-là qu'on appelle l'histoire. J'ai donc choisi le mot culture parce que la culture est le but de la civilisation et la cause même de l'histoire. J'ai choisi ce point nodal-là pour à la fois pouvoir lire le passé et le futur. Wow, très intéressant. Comment est-ce que ça vous est venu? Parce que vous étiez jeune, je suppose que voilà, vous aviez des rêves plein la tête. Donc, comme Marvin le disait tout à l'heure, vous êtes né au Sénégal. Ensuite, vous êtes arrivé en France, à Marseille. Qu'est-ce qui vous a finalement poussé? Je pense que vous auriez pu choisir 1001 parcours. Exactement, c'est vrai. Il y a eu Qu'est-ce qui fait que... un élément déclencheur. C'est Est-ce que ça. c'était là, Oui. au Sénégal, ou une fois arrivé en France, que vous avez eu ce déclic pour mener ce combat? Parce que c'est quand même une mission de vie que vous êtes donnée, si je peux dire. Exact. C'est vrai qu'au Sénégal, la question Manjaak ne m'intéressait pas du tout. D'autant plus que je suis né dans un village très cosmopolite. Et très vite, mon père est allé vivre au cœur même de ce quartier qui était à 100% islamique. Notre famille était la seule famille dans ce milieu-là. Donc, la question de Manjaak ne m'intéressait pas. Parler la langue Manjaak ne m'intéressait pas. Il a fallu que j'arrive ici en France. Et pourquoi? C'est encore l'histoire Manjaak. Puisque mon grand-oncle qui m'a amené est arrivé ici en 1926. Et son frère aîné était arrivé depuis 1920. Et c'est lui qui m'a fait venir. Et c'est auprès de lui que j'ai découvert la culture Manjaak, l'histoire Manjaak et ce que c'est que le Manjaak lui-même. Depuis, j'ai été tombé amoureux de la culture Manjaak. Et j'ai décidé de consacrer ma vie à cette culture-là pour la faire révéler au monde, révéler ses valeurs et révéler la dimension universelle de ces valeurs. Voilà ce qui me passionne et c'est pourquoi je me bats. Waouh, c'est un parcours super intéressant et super inspirant. Donc finalement, on peut dire que c'est l'environnement dans lequel vous étiez qui vous a ouvert les chakras, si je puis dire ça. Tout à fait, tout à fait. Si je n'étais pas venu ici en France, je ne pense pas que j'aurais pu prendre le chemin que j'ai pris. Et si j'ai aimé la culture Manjaak, c'est parce qu'on me l'a fait découvrir. Si je n'avais pas eu la chance d'être auprès de mon oncle qui était de surcroît le doyen à l'époque de la communauté Manjaak et auprès de qui à l'époque ils avaient gardé les relations traditionnelles, c'est-à-dire on va toujours vers le plus âgé, d'abord pour chercher la bénédiction, mais aussi on peut célébrer son âge et ainsi de suite. Donc, tous les vieux retraités de la navigation de l'époque venaient causer à la maison. Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai commencé à observer, à les écouter et à découvrir. Et c'est en découvrant que j'ai dit, mais waouh, en fait, j'étais en retard. En fait, je pensais que j'étais à l'école. J'étais instruit, mais en fait, je n'étais pas instruit. La vraie école, c'est ici. C'était là le déclic. Waouh. Oui. Pour moi, ça révèle quelque chose de très fort, le rôle de la diaspora dans cette renaissance que vous portez, que vous prônez, et le rôle de la diaspora dans la conservation et dans la transmission de l'histoire et de la culture. Et donc là, vous parlez de votre jeunesse, mais en fait, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui. Effectivement. Donc de la diaspora. Enfin, je pense que... Qu'est-ce que tu en penses, Marvin? On est à un tournant. Nous sommes vraiment à un tournant à notre époque où la conservation identitaire est, on peut dire, en danger face au choc des cultures, parce que nous sommes en diaspora, nous voyons les autres identités qui sont aussi conservatrices de leur propre culture. Nous, au milieu de tout ça, on peut dire quand même que les jeunes sont demandeurs, sont très demandeurs parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance malheureusement de la culture à travers des mauvaises expériences que certains ont pu vivre et qu'ils ont propagées
dans l'esprit des plus jeunes qui n'avaient pas forcément cet ancrage-là, non pas par manque de volonté, mais parfois les parcours de chacun diffèrent. Donc, on peut dire que le mauvais a pris du pas, a gagné du pas sur la véritable nature de notre identité. Tout à fait. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cela c'était vraiment visible à votre époque? Et si oui, de quelle manière votre grand-oncle, comme vous disiez, ou ceux de votre génération, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place pour pouvoir conserver tout ça? Vous avez touché une question clé, à savoir quel est le rôle de la diaspora dans tout ça, dans la perte actuelle de la culture et de l'histoire. Cheikh Anta Diop disait que le salut viendrait de la diaspora. Tout à fait. Que c'est la diaspora qui finira par sauver l'Afrique, qui a sombré sous le joug colonial jusqu'à présent. Et sur ce point-là, le Manjaak ne se trompe pas, puisqu'on parle de la culture Manjaak et des valeurs Manjaak. Le vrai sens de l'immigration chez le Manjaak, quand tu pars et que ton papa te dit « Manan tepa mantika salio de kafet », le verbe mantika salio, c'est que je te regarde derrière, tu peux aller. Ne crains rien, je suis derrière, et je suis derrière toi et je te vois. Et c'est ce qui expliquait le courage des anciens émigrés, qu'on appelait des navigateurs. Ils n'étaient pas instruits, ils n'étaient pas lettrés, mais ils pouvaient aller jusqu'à New York et tu te demandes comment. Ils pouvaient affronter des situations qui te disent, mais comment? Celui-là, il n'a pas été à l'école, il n'est pas lettré. D'où est-ce qu'il puise ce courage-là? C'est parce qu'au moment où il part, son père lui a dit, Manan mantika salio de kafet. Vas-y, je suis derrière et je te vois de derrière. Exact. Ne crains rien. Il est tellement rassuré qu'il n'a plus peur de rien. Et donc, c'est cette assurance-là, il l'a tirée de l'origine, du départ où il est parti avec ce verbe-là. Et ça veut dire quoi, l'émigration? Le papa qui te dit, vas-y, mantika salio de kafet. Il veut tout simplement te dire, va voir et reviens nous dire ce que de positif nous ne savions pas encore. Banalisions ou soutenions à juste titre ou à tort. Donc, l'émigré qui partait aux yeux du vieux Manjaak là-bas, dans la province historique, était un missionnaire. On partait en mission, et quand tu pars en mission, tu as obligation de revenir rendre rapport. Et c'est pour cela qu'il rentrait. Et c'est pour cela qu'au Sénégal, on dit Ndiago du Fatenibi. Parce que quand il partait, il savait qu'il était parti à missionner. Donc, il faut qu'il retourne en mission. Tu ne peux pas le retenir ailleurs. Aujourd'hui, ces valeurs-là, nous n'avons pas. On part sans savoir pourquoi on part. Et c'est donc normal qu'on se perde. Qu'est-ce qui s'est passé justement Alors, pour revenir sur la question, est-ce que c'est la même chose hier qu'aujourd'hui? Non, parce que hier, ils avaient encore ce lien avec le passé, et partout ils allaient s'organiser de telle sorte qu'ils prenaient un lieu qu'ils appelaient pour Ferpouek. Pour Ferpouek, c'est l'équivalent du foyer aujourd'hui, où tout le monde était, en fait, c'est pas tout le monde, mais il y a quelqu'un dans cette chambre-là, cet appartement-là, dont le rôle est de gérer ce qui arrive. Et ce qui arrive, qui vient de Plound, de Kalekes, de Bassera ou bien de Caillou, peu importe. Dès que tu arrives, c'est là-bas qu'on t'amène. Et tout le monde se passe l'information. Ah, le frère de Marvin est arrivé. Que chacun pense à lui. S'il y a un poste là où tu travailles, sache que notre frère est arrivé. Tous parlaient. Ils ne cherchaient pas à savoir si tu es nature ou nayo. Tu arrives, tu es Manjaak, point. C'est beau ce que vous dites. Et c'est ce point-là qui faisait qu'ils avaient une force. Aujourd'hui, on a perdu ça. Et donc, on navigue à nord dispersé. Et individuellement, chacun tout seul, il ne peut que tomber. C'est ensemble qu'on peut se avancer. Est-ce que vous pensez qu'on a perdu ce sens de la mission? Oui, parce que le sens de la mission, c'est que c'est de la faute de qui? Je dis souvent, c'est pas la jeunesse. Quand la transmission n'est pas faite, on ne peut pas accuser à celui qui devait recevoir la transmission.
Alors, pourquoi? À quel moment est-ce que les parents ont failli à cette mission-là? Et c'est là où la question se pose. Pourquoi la transmission n'a pas été faite? Parce que le blanc avait réussi ce coup-là. En interdisant à nos parents de transmettre notre système de transmission, de faire vivre notre système de transmission, qu'on appelait Kambachi, voilà, Baniou, tout ça, eh bien, en remplaçant ces pratiques-là par l'école, eh bien, on a effacé tout. Et comme les parents ne pouvaient pas nous transmettre, celui qui le faisait, il était arrêté. Ce n'était pas donc la faute des parents, c'était la force de la nature. C'était les circonstances. Voilà. Et nous sommes tous victimes de cela. Et je pense qu'aujourd'hui, heureusement, il y a des écrits qui nous rappellent ce qui se passait avant. Et comme nos parents ne nous ont pas transmis, nous pouvons nous appuyer sur des écrits pour reconstituer justement cette morale, cette mémoire collective dont on a besoin. Déjà, j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire en disant que ce n'est pas vraiment la faute des enfants. Parce que bon nombre de nos papas ou mamans, aujourd'hui, lorsque ce sujet-là, qui est assez important, même crucial, de l'identité mandjak, lorsque nous leur demandons, mais la faute est à qui? Certains aiment pointer les plus jeunes en disant que les plus jeunes ne veulent pas écouter. Ils n'ont jamais voulu écouter lorsqu'on leur parlait de leur culture, mais vous vous dites que non, le plus jeune n'est pas le fautif. Non. Ça vient de plus haut déjà. Exact. Et c'est ça que j'aime entendre parce que un jeune, lui, il se nourrit de l'environnement dans lequel il grandit, de ce qu'il entend. Et pour vous donner l'exemple, je suis l'exemple vivant. Je vous ai dit, quand j'étais au Sénégal, pas question de me parler de la question mandjak. Et si j'ai pu aimer, c'est parce que mon grand-oncle me l'a transmis. Il a été un fervent ambassadeur pour vous. Donc, les jeunes aussi, ils demandent seulement à recevoir. Si on ne leur donne pas, ils ne peuvent pas recevoir. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis à quel moment et pourquoi les parents ont failli. C'est là la question. C'est là qu'il faut continuer les recherches. Pourquoi les parents, une fois ici, alors qu'ils accomplissaient leur mission, pourquoi ils n'ont pas pu transmettre leur mission? Voilà. Encore une fois, je répète, on ne peut pas dire qu'ils ont tort. Cherchons d'abord à comprendre. Un jour viendra, nous comprendrons. Effectivement. Rapidement là-dessus, que pensez-vous aujourd'hui? Parce que vous avez parlé des écrits, des ouvrages, justement, en plus vous en avez écrit quelques-uns, on va venir là-dessus. Que pensez-vous aujourd'hui de ce mouvement, on peut dire, parce qu'on le voit un peu partout, des mandjaks aujourd'hui, de la nouvelle génération, qui sont dans une véritable volonté de réappropriation identitaire, culturelle? Que pensez-vous de ça? En fait, dans la vie, à un moment donné, on est rattrapé par la nature. On essaie de réagir. Le but, c'est pas de réagir, c'est d'agir. Parce que quand tu réagis, il y a une force qui vient vers toi. Tu réagis, tu ne la contrôles pas. Mais quand tu agis, tu commences à contrôler les choses. Le but, nous, maintenant, à partir du moment où il y a des initiatives qui se prennent dans tous les sens, nous ne pouvons pas avancer toujours en ordre dispersé. Ce sera la perte de tout le monde. Bravo. Le but, c'est de nous retrouver autour d'un élément fédérateur, un principe fédérateur, comme nos anciens. Voilà. Et donc, ce principe-là, il faut le retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais nous finirons par nous rejoindre, nous tous, puisque les initiatives vont dans ce sens. La preuve, c'est cette interview que nous avons aujourd'hui. Là, on est là, dans ce studio-là, mais on ne sait pas où le message va atterrir. Et on est sûr qu'il va atterrir aux quatre coins du monde. Bien sûr. Et le but, donc, est d'essayer de parler peu et bien, pour que chacun puisse faire des mots que nous allons dégager d'ici, des outils de vie. Et le but étant de nous retrouver pour trouver un référentiel commun qui permet à chacun d'agir là où il est, comme il peut et comme il sait. Je pense que ce que vous venez d'évoquer, c'est fondamental. Enfin, je pense que c'est une notion qu'il faut qu'on comprenne tous. C'est justement cet effet fédérateur et de ne pas agir en ordre dispersé et chacun y va de sa propre vérité, si je puis dire, ou voilà, de ses propres aspirations. Être mandjak, c'est pas juste une identité individuelle, c'est vraiment une communauté, une culture, une histoire, etc.
vous, finalement, le travail que vous faites, donc on a vu précédemment qu'il y avait plusieurs causes historiques qui ont fait que la transmission s'est un petit peu perdue, que ce soit la colonisation ou même l'immigration, je pense, ont beaucoup joué. Et quand je parle d'immigration, je parle d'immigration aussi bien en Europe qu'en Afrique. Parce que comme vous le disiez, vous êtes né au Sénégal. Le Sénégal, ça reste de l'immigration. Nos villages ne sont pas au Sénégal. Non. Et du coup, même aujourd'hui, je pense qu'on le voit. Marvin, tu me diras si tu as fait ce même constat-là, où la question Mandjak, elle est un peu survolée, quoi. On n'est pas sur notre territoire d'origine. On a plus, on va dire, des influences diverses. On est dans un monde qui est cosmopolite maintenant. Donc finalement, votre travail, il vise à réparer un petit peu ça et puis revenir à l'essentiel, à nos fondamentaux, à nous en tant que Mandjak. Oui, j'ai une intime conviction sur la collaboration des compétences, pas la fusion. D'ailleurs, c'est le principe même de la culture Mandjak. La culture Mandjak, elle ne rejette rien, mais elle ne fusionne rien, elle additionne. Ce qui lui permet de garder son authenticité. Le moment venu, si le poids pèse très lourd, il décharge, il enlève une partie. Comme ça, il peut continuer à supporter le reste. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que, on n'a pas l'élément fédérateur, ça veut dire que il faut fédérer les compétences. Il faut permettre à chacun de rester dans son domaine d'excellence, de continuer à s'exprimer le mieux qu'il sait. L'essentiel, c'est de savoir que nous avons tous un référentiel commun qui permet à chacun de garder son autonomie et de s'exprimer le plus pleinement possible. Et là, nous allons occuper notre espace mental et physique. Et c'est le but. Et c'est même la notion de la mondialisation, version Mandjak. Très fort. Ouais. Très, très fort. Je pense que c'est un terme à retenir. C'est exactement, vous dites vraiment les mots que j'ai en tête depuis pas mal de temps, mais l'entendre de cette manière-là, surtout venant de nos aînés, ça fait vraiment plaisir. Oui. Et on va parler du coup maintenant des actions que vous avez menées à votre niveau, parce que vous êtes écrivain aussi, puisque vous avez écrit 4 ouvrages, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous les dire? De toute façon, c'est des ouvrages qui seront... toutes les informations apparaîtront pour que celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les travaux que vous avez effectués. On a parlé de la trajectoire, que l'histoire constitue, c'est la trajectoire des événements, des faits et des hommes. On a parlé du point de naissance de mon combat, qui était ce fameux club des anciens à Marseille, que j'appelais à l'époque, et que je continue à appeler, l'école des traditions Mandjak. La première ambition que j'avais, c'était comment est-ce que je dois faire pour qu'au sein même de ma propre famille, on puisse se retrouver à partir d'un élément fédérateur. C'était mon souci. En fait, c'était né en 1994, j'avais fait un stage en informatique. L'idée était venue de là. Et puis, de fil en aiguille, l'idée, ça a été glissé de ma propre famille vers mon clan. Et du clan, ça a glissé sur les Mandjak. C'est comme ça que l'idée était née. Et donc, l'écrit, à partir de là, j'ai dit, non, il faut que je laisse des traces. Il faut que j'écrive un ouvrage. Le premier ouvrage que j'ai écrit, à l'époque, j'étais sur Sophie Antipolis. Ça, c'est un peu la Silicon Valley de la France, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui pointent là-bas. À l'époque, je travaillais donc à la délégation régionale du CRS. J'avais donc des relations avec des professeurs. J'écris mon premier manuscrit. Je sortais des études. J'avais fait le bac maths philo. Je me croyais savant. J'écris. Et puis je donne à un professeur qui avait créé un laboratoire. Et j'ai dit, j'ai un manuscrit, pouvez-vous me lire? Il lit, il lit. Par respect, il me dit, bon, écoutez, M. Ndiaye,
j'ai fini la lecture de votre manuscrit. Est-ce que je peux passer vous voir chez vous? J'ai beaucoup apprécié ça. Au lieu de me dire, viens, on se rencontre dans un café, là, il m'a dit, je viens chez toi. Il arrive chez moi à Nice. J'étais à Nice à l'époque. J'étais à Sofia, mais j'étais à Nice. Il fait du café, on prend, et puis tranquillement, il dit, bon, ben, revenons sur l'essentiel. Puis il me dit, voilà, votre manuscrit, je l'ai lu, mais en réalité, il n'est pas publiable. Paf! C'est comme ça. Bim! Coup de massue. Et voilà, il voulait tester, voir ma réaction. Et il l'a eu parce que je n'étais pas content. Pour moi, j'étais encore bloqué dans cette philosophie. Les Blancs n'aiment pas qu'on avance. Il y a ceci, des critiques, voilà, de complexe, voilà. J'avais encore rien compris. Mais, très intellectuel et très sage qu'il est, il me dit, cependant, nous le connaissons tous, hein, même on me dit, quand vous faites un devoir, voilà, il faut thèse, antithèse, voilà. Cependant, la seule partie qui est publiable de votre manuscrit, c'est le chapitre où vous parlez de votre enfance dans votre village natal. J'ai dit, mais non. Pourquoi il veut me rabaisser? Il me dit, c'est vrai, vos théories, vos thèses sur les principes philosophiques sont bien, c'est bien écrit. Mais c'est pas intéressant parce que d'autres l'ont déjà dit. Il était très honnête, très objectif. Mais moi, j'avais encore rien compris. J'ai dit, bon, ça va, ouais, bon, d'accord. On a coupé courant et parti. J'étais en colère. La semaine d'après, je prends mon train, je viens ici à Paris, je place mon manuscrit dans les différentes maisons d'édition. Présence africaine, l'Harmattan, Cherche Midi, Seuil, Plomb. Tous m'ont dit, le délai de lecture, c'est 4 à 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, vous allez avoir vos réponses. 6 semaines passent, les réponses tombent une par une. Tous ont dit exactement ce que le professeur Farja a dit. Waouh. Votre manuscrit n'est pas publiable. Cependant, le chapitre où vous parlez de votre enfance est extraordinaire. Il est original. Je reviens. Vous vous rendez compte, là, on a touché un point clé, là. Comment est-ce que le blocage peut constituer un retard considérable? Je reviens, je me bloque encore sur le fait que j'ai étudié, j'ai fait la philosophie, les mathématiques. Je garde mon manuscrit. Figurez-vous, je suis resté 10 ans. 10 ans, un jour, une idée est arrivée dans ma tête. Je me suis dit, waouh, au fait, mon manuscrit. Et si le professeur Farja avait raison? C'est la question que je me posais. Je suis allé rechercher mon manuscrit, je l'ai relu. J'ai extrait le chapitre sur mon enfance, j'ai envoyé à l'Harmattan, et c'est le directeur de l'Harmattan lui-même qui m'a appelé. Monsieur Ndiaye, est-ce qu'on peut se voir? On a reçu votre manuscrit, il est très intéressant. Je lui ai dit, mais oui, vous voulez quand même? Non, vous fixez la date vous-même. C'est comme ça que c'était parti. Wow. Et j'ai publié le premier qui était le Code capé de la Renaissance, un message adressé à la jeunesse africaine. Le suivant, c'était le colloque de Ziguinchor, les actes du colloque de Ziguinchor, qui était fait sur le thème « La réconciliation du peuple manjaak avec lui-même, le rôle de ses intellectuels dans l'actualisation de son histoire et sa présence dans le monde ». Thème qui a capté le professeur Ibader Thiam, qui était le coordinateur de l'histoire générale du Sénégal, qui nous a envoyé son administrateur général de l'histoire générale du Sénégal, qui était à l'époque au Magal de Touba. Il a dit, non, tu reviens, tu vas assister aux assises des Manjaak à Ziguinchor, à l'université Samsek de Ziguinchor. Et quand on a fini, il a demandé à son administrateur de me dire qu'il veut me recevoir. Et le 4 novembre 2019, il m'a reçu avec une délégation de 4 personnes. Pour me dire, je vais vous faire une confidence. C'est là où, c'est pour ça, si tu lis la préface du peuple manjaak, c'est lui qui l'a préfacé. Et c'est là où il dit, si le Sénégal avait suivi les valeurs manjaak, le Sénégal de 2020 serait comme la Corée du Sud. Voilà les révélations sur la capacité et la dimension manjaak que nous négligeons. Je l'ai lu. Voilà.
Et après celui-là, je me suis repensé pour recollecter mes éléments et j'ai publié en ce moment les Manjaak au XXIe siècle. Le peuple et son héritage face à l'actualité et aux défis historiques. Le 4e, ce n'est pas les Manjaak. J'ai rendu hommage à mon propre village natal. Et c'est celui-là qui s'appelle Safan, le chemin du développement. D'accord. Et le 5e, c'est celui qui retrace le congrès de Kantiongo, c'est-à-dire les Manjaak entre terroir et les Manjaak entre diaspora et terroir. La trajectoire d'une communauté transnationale. Voilà. Et c'est là où je reviens sur votre question, Yves. Nous sommes de la Guinée, mais nous sommes aussi au Sénégal, en Gambie et en diaspora. Et à Ziguinchor, au colloque de Ziguinchor, quand j'avais sorti le mot, tout le monde avait un peu paniqué. J'ai dit au colloque de Ziguinchor, les Manjaak ne sont ni de la Guinée, ni du Sénégal, ni de la Gambie, mais de la Guinée-Sénégambie. J'ai forgé un néologisme. Oui. C'est-à-dire l'espace guiné-sénégambien est à approprier. Nous devons nous approprier de l'espace guiné-sénégambien, aussi bien en Guinée, Gambie que Sénégal. C'est notre espace qui est devenu notre nouveau pays. Est-ce que vous pouvez appuyer sur ça, justement? Parce que il y a beaucoup ce débat-là. Sénégal, Guinée, Gambie. À vous l'honneur et j'apporterai ma réflexion là-dessus aussi. Parce que c'est vrai que c'est un débat auquel nous sommes beaucoup confrontés. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette revendication identitaire qui est à saluer, oui, mais qui est assez dangereuse, je trouve. Parce que beaucoup veulent se renfermer aujourd'hui en revendiquant seulement la Guinée-Bissau, en pointant du doigt, parfois même insultant quand même, les Manjaak qui se revendiquent du Sénégal ou de Gambie, disant que eux, ce ne sont pas les Manjaak authentiques. Seuls ceux qui sont en Guinée-Bissau sont les Manjaak authentiques ou ceux qui la revendiquent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'aimerais entendre l'avis d'un de nos vieillards de l'époque. C'est-à-dire dans les années 1900, 1920, si on demandait à l'ancêtre de l'époque lequel des Manjaak était le plus authentique, celui qui est parti en tant que Napat ou Babou, ou bien celui qui était resté au Bercail. Je suis sûr que le vieux n'aurait pas répondu, n'aurait pas dit que l'authentique c'est celui qui est resté. Ils sont tous authentiques parce que l'un est resté pour veiller sur la maison, l'autre est parti essayer de chercher de quoi assurer la continuité de la vie historique de la famille. Le vieux, ça m'aurait étonné qu'il rejette celui qui est parti pour dire que c'est celui qui est resté qui est authentique. Donc, je suis de l'avis du vieux. Je dirais que non. L'authentique, c'est aussi celui qui est parti. Mais pas celui qui est resté. Parce que sans celui qui est parti, que serait devenu celui qui est resté? Pourquoi le vieux avait-il décidé que celui-là parte? Quelle était la vision du vieux? Avait-il tort ou pas? S'était-il trompé ou pas? Voilà des questions auxquelles il faut répondre. Ce n'est pas de dire l'autre, tu n'es authentique, je n'ai pas. Non, le vieux sait pourquoi il avait fait des choses. Alors respectons la volonté du vieux. Magnifique. Marvin, tu veux plus répondre. Maintenant, tu peux plus répondre. Ah si, je vais compléter. J'aime beaucoup votre élément de réponse parce que c'est un débat qui divise beaucoup, énormément. Et c'est assez triste de voir ça, surtout auprès de notre génération, parce que malheureusement, dans la nouvelle génération, certains font preuve, je dis nouvelle génération, mais j'y appartiens quand même, on a tendance à vouloir faire preuve d'amnésie historique. Parce qu'on n'est pas sans savoir que la conférence de Berlin, 1884-85, ont partagé le continent africain sans les Africains. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? Parce que toi, tu sais, c'est une information que toi, tu maîtrises. Je pense que nous tous ici, mais beaucoup de personnes n'ont même pas idée de la manière dont l'Afrique a été découpée et de l'impact que ça a eu sur nous, Manjaak. La conférence de Berlin, comme son nom l'indique, ça s'est déroulé en Allemagne. Avec
certains représentants de chaque pays, le Portugal, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, qui se sont réunis et qui ont décidé, sans le consentement des Africains, de se partager ce continent qu'ils ont vu comme c'était leur propriété. Et donc, à partir de là, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Congo, l'Afrique de manière générale a été émiettée. Et même plus grave encore, parce qu'il y a un débat qui ne dit pas son nom à ce moment, c'est le concept l'Afrique sans les Africains. Oui. L'Afrique sans, exactement. Ça rappelle 1884 avec le partage de l'Afrique. Oui. Exactement. Et pour compléter ce que vous dites, nous avons été émiettés. Ils ne se sont même pas posé la question, en faisant cela, on va diviser des familles. Parce que lorsque l'on regarde, il y a des Soninké, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie. Il y a les groupes ethniques ont été des vraies familles. Parfois, que ce sont des frères, sœurs, parents. Le simple fait qu'au moment de la séparation, ils se sont retrouvés sur un autre territoire et l'autre est resté un peu plus bas, on lui a dit, bon, toi, à partir de maintenant, tu seras malien, toi, tu seras ivoirien, toi, tu seras bissau-guinéen, toi, tu seras sénégalais. Comment on peut dire qu'aujourd'hui, Mali-Sénégal, nous parlons français, la langue officielle, entre guillemets, je peux dire, du pays, c'est le français. On arrive en Gambie, c'est l'anglais. Oui, plus maintenant. Mais pour un rappel, oui. C'est l'anglais. On ressort de la Gambie, on revient sur le territoire sénégalais, français, pour ensuite rentrer en Guinée-Bissau, portugais, Guinée-Conakry, français. Et c'est là que ces débats-là sont, je trouve, puérils et ça ne nous mène à rien. Alors, revenons sur la partie qui nous concerne. Oui. Le débat au sein des Manjaak, entre le Manjaak authentique et le Manjaak non authentique. Exact. Sur le fond est le même, mais c'est la forme qui n'est pas la même. Et cette forme-là, je ne l'approuve pas. Je pourrais dire, pour rester dans le contexte actuel de mondialisation, je pourrais dire qu'on peut garder les appellations différentes juste pour montrer que nous occupons aussi l'espace. J'insiste beaucoup sur cette notion d'occupation de l'espace, mental et physique. Si nous sommes absents mentalement, partout, nous n'allons pas exister. Si nous sommes absents aussi physiquement, nous n'allons pas exister. Gardons les différentes appellations. Le Manjaak, je dirais, le Manjaak ethnique ou le Manjaak du Mandiakou, le Manjaak francophone, le Manjaak anglophone, le Manjaak lusophone. On peut garder ça pour montrer que nous occupons l'espace et commencer à agir chacun dans son domaine d'excellence. Je le répète encore, je l'ai dit ici, le but c'est d'avoir un référentiel commun, mais que chacun reste dans son domaine d'excellence pour exploiter le mieux possible. D'abord, là où il réussit, c'est la fierté des Manjaak. Voilà. Si nous enlevons ça, nous perdons tous. Je le dis pourquoi, en connaissance de cause, par rapport aux travaux de Bakone. En 2001, nous avions tous voulu changer nos noms. Moi, Ndiaye, il fallait l'enlever pour retrouver mon nom authentique Yingu. Et on a dit, en plein conseil de Bakone, il faut qu'on enlève. Et commençons par donner l'exemple. Après, je leur ai dit, attendez, il ne faut pas décider vite. Réfléchissons d'abord. Organisons une conférence là-dessus. Invitons un poids intellectuel qui peut nous éclairer. Et c'est là qu'en 2001, on a organisé une conférence au Kremlin-Bicêtre sur le thème Émigration, changement de nom et histoire Manjaak. On a invité le professeur Capé de Bana, qui est venu pour nous faire une synthèse historique. On s'est débattu, les gens de Rouen étaient venus. Voilà. On a débattu. Non, moi je change. À partir de sortir de cette conférence-là, j'attaque le problème administrativement. Quand on a fini et qu'on a passé la parole au professeur Capé de Bana pour qu'il fasse une synthèse historique, le professeur Capé de Bana a souri. Il a secoué sa tête. Nous étions tous étonnés.
tous les regards étaient braqués sur le professeur Kabila. Qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi il sourit? Pourquoi il secoue sa tête? Il nous dit, ah bon, vous voulez changer vos noms? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi vos parents les avaient pris? Est-ce que vous pensez que vous aimez plus la famille que vos parents qui avaient pris ces noms-là? Et si vous les enlevez, est-ce que vous allez encore rester dans l'histoire pour ce qui concerne cette partie-là? Est-ce que vous n'allez pas réduire votre histoire et que le monde ne sera plus par où vous êtes passé et que tous les traces-là que vous avez construites seront effacées carrément à jamais dans l'histoire du monde? Il nous a dit non, mes petits, surtout pas ça. Par respect par vos parents, qui, j'en suis sûr, aiment plus que vous la famille, sinon autant que vous. Donc, par respect pour eux, gardez les traces qu'ils avaient tracées. Ils avaient leur raison. C'est depuis ce jour-là qu'on a décidé de le laisser. Il nous a dit, je vous propose une chose. Vous voulez changer, vous pouvez changer sans changer. Prenez la décision à partir de votre génération d'ajouter désormais aux naissances qui arrivent le nom perdu à celui que vous avez déjà. Ce qui fera que les générations qui vont venir vont tous porter ce double nom. On le voit au Sénégal, Amadou Cissé Dia, ainsi de suite. Et à partir de ce moment-là, ils ne pourront plus se perdre parce qu'un Manjak qui porte, par exemple, Ndiaye Yingou, et qui est né en France, qui rencontre un jour un autre Manjak qui est né, Ndiaye Yingou, qui est né à Pékin ou à Sydney, ils vont se poser une question. Pourquoi avons-nous ce nom commun? Et ce sera un élément fédérateur qui va les réunir à nouveau. Et c'est depuis ce jour-là que nous avons décidé de ne plus toucher à ça et de l'appliquer le principe Capé. Wow. Exactement. Et c'est fort parce que c'est une solution qu'il a apportée. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, Mendy, Gomis, Préra, Correa, c'est des noms qui sont tellement communs chez les Mandjak. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai une personne que je connais qui avait reçu dans sa boîte aux lettres son acte de décès. Alors que ce n'était pas la bonne personne qui était décédée, mais étant donné qu'ils ont le même nom et prénom, voici ce que ça a provoqué. Et jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là a quelques difficultés à certains moments administratifs ou au niveau de la banque, du simple fait que il se demande est-ce que ce n'est pas une usurpation d'identité qui est en train d'être faite. Vous voyez les conséquences, malheureusement, du fait que nous ayons tous le même nom, le même prénom. Donc, je partage son avis, mais c'est un élément de réflexion qu'il a apporté. D'autres sont beaucoup plus radicales, qui vont vouloir complètement enlever, d'autres qui vont accepter de vivre avec, d'autres qui vont être, bon, comme il a dit le professeur à son âme Capé de Bana, a dit son nom. Conservons-le, mais gardons pour les nouvelles générations qui vont naître, apportons justement ça sur leur acte de naissance. Additionnel. Voilà. Toujours le principe culturel. L'additionnel, le principe culturel, Majak, c'est qu'il ne faut jamais rejeter ni fusionner, mais additionner. Exact. Tu peux t'en rester à tout moment et garder le poids que tu pourras porter. Exactement. C'est très important, ce principe culturel. Parce que c'est un principe de cohabitation pacifique. Les éléments que vous avez apportés sont très importants. Il faut vraiment que les téléspectateurs, les personnes qui écouteront ce podcast prennent le temps d'écouter le message que vous venez de distribuer. Parce que c'est la base de tout. Et c'est à partir de ces éléments-là que la véritable action pour la pérennisation de notre identité pourrait être menée. Alors, un petit détail. C'est très important. Je répète, j'ai encore un chapeau à notre ancestralité. Des fois, les gens me disent, mais comment peux-tu expliquer ta constance? Tu n'abandonnes pas. Tu es là, des fois, ceux qui travaillent avec toi, ils partent tous et tu restes. C'est parce que quand j'ai commencé ce combat-là, la première question que j'ai posée à mon grand-oncle, c'est de m'expliquer le sens du nom de famille Yingou.
C'est là qu'il m'a dit Guimou, ça veut dire, quand tu prends une décision, réfléchis beaucoup avant de prendre, mais quand tu la prends, va jusqu'au bout, quel que soit le contexte. Même si tu restes seul. Et c'était la réponse de mon grand-oncle. Et c'est cette réponse-là, comme le vieux qui dit à son fils, vas-y, je te regarde derrière, c'est ça qui me donne la force de continuer. Les gens arrivent, ils me trouvent, ils partent, ils me laissent, d'autres arrivent. Et je me considère comme un train qui prend son chemin. Les voyageurs montent, ils descendent, mais le chauffeur lui-même, le conducteur lui-même, il va jusqu'à destination. Lui, il ne descend pas, parce qu'il a un procès-verbal à établir. Donc, vous aussi, aujourd'hui, je lance à tous les manjacs du monde, que chacun cherche d'abord, s'il ne sait pas, qu'il pose des questions auprès de ses propres parents. C'est quoi le sens de mon nom de famille? Il va vous le dire. Vous allez découvrir là-bas une entité qui est une force avec laquelle vous vous entendez. Extraordinaire. Voilà, exactement. Extraordinaire. Dans ce chemin que vous avez parcouru depuis des années et que vous continuez à parcourir jusqu'à aujourd'hui, donc vous avez écrit un certain nombre de livres, donc qui sont vraiment des supports, et j'invite la communauté à se procurer ces ouvrages pour vraiment apprendre d'où l'on vient. On peut se nommer Mandjak, mais si on ne sait pas d'où on vient et quelle est notre histoire, on a peu de chances de savoir, de prendre la bonne direction en tout cas. Et vous avez organisé un bon nombre de colloques, de conférences. Vous avez vraiment été un fédérateur finalement de la question Mandjak et surtout de cette transmission-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du coup du dernier colloque qui a été organisé brièvement et puis de celui qui va arriver prochainement? Alors, on va remonter un peu l'histoire parce que les premières conférences, la première association quand j'ai quitté Marseille, c'était École des traditions Manjac. ETM. Je suis arrivé ici à Paris. La première association qu'on a créée, s'appelle ERS, Équipe de recherche et de sauvegarde de la culture Manjac, dont le but était d'organiser des conférences de dialogue des générations. Mon objectif, c'était quoi? Faire profiter à la jeunesse ce que j'ai pu gagner à Marseille. C'est pour ça que j'ai appelé ça conférence de dialogue des générations et des cultures, conférence de dialogue des générations. Parce que je me considérais comme représentant de la jeunesse à Marseille. Et en face de moi, j'avais le cercle des notables qui me transmettaient. Et il y avait un dialogue parce que dans ce salon-là, il y a un vieux, Édouard Lopi. De temps en temps, il me dit, ou pas, est-ce que je bien, hein? Et donc, est-ce que même ngalang pied paro, achanda y pari, ou pas jangal gang pied par question, mais dit jakulunga achanda y ngandri. Et je posais ma question. Donc, je me considérais comme représentant de la jeunesse qui dialoguait avec ces vieux-là. Et c'est ça que j'ai voulu faire répercuter ici à Paris et faire profiter à la jeunesse. C'est pour ça qu'on a créé ce R, le dialogue des générations. Et comme quand on a fait la pub, ça a intéressé des gens qui ont travaillé sur la question Manjac, Maria Texera, Ahmed Moustapha Diop, ils sont venus. Du coup, on a eu l'idée maintenant d'élargir, on est passé à ERPSM, Espace de recherche et de promotion de la culture Manjac. Avant, c'était équipe réducteur, cette fois-ci, il faut l'élargir. C'est devenu espace. Et de espace maintenant, on a ajouté un élément supplémentaire. Organiser des conférences de dialogue des générations des cultures. On a organisé des conférences et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas encore armé. On a déposé les armes, on est retourné à l'école donc de Manjac et quand on est revenu, on a dit bon, maintenant, on attaque le plus gros morceau, c'est-à-dire la renaissance Manjac dans le cadre de la renaissance africaine, avec un nom authentiquement Manjac et c'est là que nous avons pris le mot Barkhane, qui veut dire lieu des possibilités. Vous avez fait quelque chose de très important. Comme vous avez dit, on avait commencé à entamer pas mal d'actions, mais nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas suffisamment les éléments, donc nous sommes repartis à l'école Mandjak. Ouais. Ça, c'est un très, très beau message. Ouais. Comme on a dit, il faut être patient dans la vie, il faut vouloir et oser. Et prendre le temps nécessaire. On a gelé nos activités pendant 7 ans. Wow.
on a intégré les associations Manjaak pour voir comment le Manjaak prend la parole et la déroule. Qu'est-ce qui est contenu dans son message? Mais en même temps, l'occasion d'apprendre le Manjaak lui-même. Et quand on est sorti de là, on était vraiment armé. Quand on prend linguistique, la connaissance du Manjaak lui-même et de la culture Manjaak. Et là, on pouvait maintenant attaquer le gros morceau, qui est la renaissance Manjaak dans le cadre de la renaissance africaine. À travers les différents congrès. Et c'est pour cela que l'histoire générale du Sénégal nous a accepté de plein. Oui. Parce qu'ils nous disent, quand je vais là-bas, ils me disent, vous êtes dans le sillage même de ce qu'on attend de tous les peuples du Sénégal. Vous êtes même en avance. Donc, ça veut dire qu'on s'est réveillé à l'heure historique. Excellent. Nous sommes dans le bon train. Nous sommes dans le bon train. Nous allons poursuivre ça. Voilà. Oui, exact. Exactement. Oui. Et donc, ces activités-là, Bakone a tracé sa ligne historique. Sa ligne de renaissance Manjaak, qui est jalonnée par 3 moments, articulés chacun en 3 phases. Le premier moment, c'est ce que nous appelons le moment de réveil. Il faut réveiller les consciences Manjaak. Et ce réveil-là est articulé en 3 phases. La phase d'information, de sensibilisation et de mobilisation. Et la phase d'information, on l'a commencé ici à Paris, en diaspora, pour informer la diaspora. La phase de sensibilisation, on l'a fait au Sénégal, qui est le tremplin des Manjaak. Quand ils viennent de la Guinée pour sauter, aller vers l'Occident, ils prennent, c'est le tremplin de la Kadjiki. C'est là où on est parti faire la sensibilisation. Et maintenant, au finish, comme on dit, il fallait retourner aux sources pour poser l'acte même de la Renaissance, validé par Bassera. Et c'est ce fameux congrès que nous avons fait à Kantioumou et auquel Marvin a participé. Marvin a vu, on était même jusqu'à Bassera. Le roi de Bassera a validé et il y a une conférence qui a été tenue à Bassera, c'est en terre Bassera même, et avant même de revenir à Kantioumou, attaquer les assises. Dans le même temps, comme toujours, nos ancêtres se sont réveillés. Au même moment où une partie de la délégation était partie à Basserar pour avoir la validation de Basserar, au même moment, l'autre partie de la délégation était partie au palais présidentiel de la Guinée-Bissau, où le président Ballon nous avait reçus à 11h, le 27 à 11h au palais présidentiel. Et quand nous sommes revenus nous retrouver tous à Kantioumou, la délégation de Basserar est revenue, la délégation de Bissau est revenue, et c'est là qu'on a attaqué maintenant le congrès, le 27, qui a duré du 27, 28 et 29. Marvin est là, il peut en témoigner. Bon, tout était aligné alors. Moi, j'aimerais bien avoir vos 2 points de vue justement sur ce colloque, sur les objectifs. Enfin, du coup, vous l'avez organisé, vous y avez participé, donc vous aviez un objectif. Toi, tu avais un objectif en y participant. Donc, quelle a été ton expérience et avec quoi tu en es ressorti? Et j'aurai la même question pour vous après. Déjà le pourquoi. Le colloque, comme il le disait, c'était le 27, 28 et 29 décembre 2022. J'aimerais déjà saluer une grande sœur qui a fait un excellent travail. La grande sœur Abibéa de Nathan Evans, qui est au Sénégal. C'est à travers justement sa chaîne YouTube. Moi, j'apprécie beaucoup le contenu, le travail qu'elle fait d'interviewer certains de nos anciens qui ont un certain savoir sur la culture Manjaak. C'est à travers justement sa page que je suis tombé sur l'appel à la mobilisation du congrès qui allait se tenir à Kantioumou. Je suis tombé là-dessus par hasard. Et pas par hasard, puisque comme je disais, je regardais. Et j'ai entendu ça, j'ai apprécié l'initiative. Et j'ai dit, si c'est ce qu'il faut faire, je prends mon sac et puis c'est parti. Donc on est d'accord que tu étais en France à ce moment-là. Oui, j'étais en France, j'étais bien sagement chez moi en train d'écouter ce qui se faisait. Et je vais épargner tous les détails parce que c'était très long. Mais la seule chose que je peux affirmer, nos parents ont fait un magnifique travail dans la transmission linguistique. C'est vrai. Je parle la langue. C'est vrai que là, aujourd'hui, le podcast est tourné en français,
Mais c'est à pour but de favoriser justement et de faciliter les plus jeunes à comprendre le message qu'on fait. Mais je suis très à l'aise à ce qu'on fasse l'émission à Mandjak. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait que je descends par le Sénégal pour ensuite arriver en Guinée avec toutes les difficultés qu'il y a sur la route, mais vu que c'était là où il y avait la petite erreur, vu que l'indication du lieu n'avait pas bien été faite, en parlant Mandjak avec les différentes personnes, j'arrive là-bas et c'est là qu'on m'indique le lieu. Je suis arrivé agréablement surpris de la mobilisation qui s'est tenue. Il y avait pas mal de monde, 3 jours intenses. J'étais à l'école. Hein. J'étais vraiment à l'école, on peut dire. Moi, j'étais là, j'étais assis et j'écoutais. J'écoutais les différentes personnes, que ce soit vous, Tata Rosalie du Sénégal qui a apporté sa contribution, le professeur John Lismendi, Ibundiaï du Sénégal. On était très bien entourés. J'ai fait des ressources. Oui, il y avait vraiment on va dire les poids lourds de la volonté de ceux qui ont vraiment pour volonté de conserver la culture mandjak. J'ai fait de magnifiques rencontres jusqu'à l'heure actuelle. Je suis toujours en contact avec eux. On a abordé vraiment tous les sujets, que ce soit la langue, que ce soit les difficultés aujourd'hui auxquelles nous faisons face avec certaines personnes qui n'ont pas forcément pour but de conserver, mais qui laissent la voie ouverte à tout et n'importe quoi, si je peux dire. Mais, et surtout, les solutions qui peuvent être mises en place pour pouvoir en arriver jusque-là. Et moi, franchement, ces 3 jours-là, c'était vraiment intéressant et intense. On se levait le matin, 6 heures, on était là-bas à partir de 8h30, on prenait le petit déjeuner tous ensemble et puis voilà, c'était bien. Et une fois que c'était fini, c'est vrai que je me suis posé la question, waouh, je pensais que ça allait encore durer en fait. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis je suis rentré et puis mais j'en garde un excellent souvenir. Et c'est là que moi je vous connaissais pas du tout, c'est là que j'ai su qui vous étiez, que j'ai discuté avec le professeur John Lismendi. C'était quelque chose. Donc, comme quoi, je ne pense pas, franchement, que si je ne parlais pas la langue, ne pense pas que j'aurais... Ça aurait été difficile, le parcours que j'ai fait, oui. Franchement, je ne pense pas. Ça confirme ce que je disais au début, là, que la langue est l'huile de fonctionnement. Oui. Voilà. C'est comme une bicyclette. Quand l'huile n'est pas là, la chaîne s'assèche. Elle finit par casser, le vélo est garé. Exactement. Depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de transmission intergénérationnelle. Je vais vous laisser poursuivre après. En tant que jeune de la diaspora, je pense que la majeure partie des jeunes de ton âge n'auraient même pas regardé. En fait, ils auraient swipe direct et ils n'auraient même pas calculé, en fait. Dans quel... Je dis la majeure, voilà. On est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup, mais je sais que c'est pas forcément la majeure partie des personnes qui se posent des questions sur leur identité, des personnes qui ont la vingtaine ou la trentaine. Voilà, on est encore une fois dans un monde qui est très mondialisé et la question identitaire ne touche pas forcément tout le monde. Qu'est-ce qui, toi, en fait, dans quelle période de ta vie étais-tu pour te dire, OK, bon, moi, je prends mon billet, je vais faire le parcours du combattant pour arriver jusqu'en Guinée et aller assister à ce colloque-là. Parce que pour moi, ça doit vraiment revêtir une importance capitale, en fait. Très honnêtement, j'étais déjà conscient de qui j'étais à ce moment-là. Moi, j'avais pas de problème. Moi, j'étais vraiment dans une volonté d'approfondissement de connaissances identitaires. C'était vraiment mon chemin. Moi, je ne connais pas tout, mais je veux toujours connaître un peu d'où je viens et surtout savoir de quelle manière on va pouvoir vivre avec tout en étant dans n'importe quel espace du globe, en fait. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui revendiquer une identité qu'on ne connaît pas. Dire qu'on est de cette identité-là, qu'importe, Mandjak, Sénégal, ou qu'importe, mais sans connaître, c'est difficile. Et moi, je suis vraiment dans cette volonté de dire, là où j'irai, je pourrais imposer le respect. Et c'est ce que j'arrive à faire.
parce que j'ai une plus-value auprès des autres. Ça, Je suis né en France, grandi en France, chose que je ne renierai jamais, mais je suis Mandjak, Tout à fait. africain fier de l'être. Là où je vais, on me pose la question sur la culture Mandjak, comment ça se passe, etc. Je suis un ambassadeur. Effectivement. Un ambassadeur, ça, je peux le dire. Parce que lorsque nous savons qui nous sommes, automatiquement, la personne qui entendra parler de la culture, de l'identité, va chercher à en savoir un peu plus. Tout à fait, tout à fait. Mais quand on ne sait pas, malheureusement, on va se faire influencer Exact. par l'autre. Et malheureusement, on laisse tomber son identité pour embrasser celle d'une autre parce que on ne connaissait pas la nôtre. On a juste été nourri par justement des informations erronées. Et c'est ça le problème. Et chose que je ne veux pas. Et pour les plus jeunes, c'est ce qu'on essaye de contrer en mettant en place ce genre d'événement pour leur montrer que votre culture est belle. Embrassez-la et ne la regardez pas sous... Ayez un regard objectif et non, et non juste un regard, la culture est mauvaise, etc., parce que vous avez laissé les cultures des autres vous influencer sur les fondamentaux de votre peuple. Donc, alors, comme toujours, hein, on est tous influencés par son passé. Je suis de formation philosophique, mathématique. Tout mon raisonnement tend vers la philosophie ou les mathématiques, c'est-à-dire du particulier au général. Et il y a un penseur, un grand intellectuel africain que j'ai connu, paix à son âme, il est décédé, il est d'origine congolaise, Jean-Pierre Kaya, théoricien de la Révolution africaine, qui a servi à la Sorbonne. Il dit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a confié 2 missions. La première, c'est de chercher la complémentarité horizontale. En fait, quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé incomplet. Il doit donc chercher les complétudes qui lui manquent. Et il y en a 2. Donc, il a 2 missions. La première, c'est de réaliser sa complétude horizontale, c'est-à-dire de l'homme qu'il est vers l'homme son semblable pour construire ensemble l'humanité que Dieu demande. Et une fois qu'il a fini ça, qu'il peut commencer maintenant à chercher la complétude verticale, c'est-à-dire de l'homme qu'il est vers Dieu qu'il a créé, vers son identification avec Dieu. Ça, c'est la philosophie version africaine. Et donc, quand on dit l'identification de lui avec Dieu, on rencontre les religions monothéistes. Et Dieu créa l'homme à son image. Et ça, je suis habité par ça. C'est ce qui fait que je le transpose dans le projet de Bacon lui-même. Chercher la complétude horizontale vers la construction de l'unité Mandjak d'abord et sa cohésion après, son développement par la suite. Et c'est pour cela que Bacon, quand on a créé Bacon, la première association avec laquelle Bacon a fusionné pour réaliser la journée mondiale Mandjak à Dakar, c'était une association qui s'appelle Kanteler. Je rends hommage toujours aux gens avec lesquels on a travaillé. Peu importe la façon dont ça s'est terminé. Il faut reconnaître, savoir séparer les choses, reconnaître le positif et le négatif. Reconnaître si tu en as réalisé quelque chose avec quelqu'un, c'est qu'à jusqu'à cette période-là, on a tous été bons. Voilà. Et donc, avec Kanteler, on a réalisé la journée mondiale Mandjak à Dakar. Et comme on est parti à Dakar, la deuxième conférence, Bacon s'est collaboré avec Kadir, qui a codifié la langue Mandjak au Sénégal, dont Tata Rosalie, dont tu parles, qui était une pièce centrale, parce qu'il était au conseil scientifique. On a organisé la première conférence à Dakar Plateau qui était intitulée « Comprendre et écrire l'histoire du peuple Mandjak ». Quand on est parti à Ziguinchor, Bacon a collaboré avec Kanteler de Ziguinchor. Je salue encore une fois la bravoure de ces femmes-là qui ont été à l'origine du succès éclatant du colloque. Quand on est parti en Guinée, Bacon a collaboré avec Ngles Ndiman pour réaliser le congrès.
Et le congrès était la conclusion de l'étape 1 de la Renaissance Manjaak. Pour Bakone, aujourd'hui, la première étape, le premier objectif est atteint. C'est l'objectif du réveil des consciences africaines Manjaak. Aujourd'hui, personne ne peut dire, aucun Manjaak ne peut dire qu'il n'a pas entendu les échos du congrès de Kantioum. Donc, l'information est passée, la phase théorique s'arrête là, la première étape est atteinte et on passe maintenant à la deuxième étape. D'où le fameux colloque qui arrive. Et encore une fois, Bakone, fidèle à sa démarche, a voulu collaborer avec Alliance, avec Aseman et Kameam à Dakar, l'association des femmes Manjaak de Dakar de Guédiawaye, qui est extraordinaire. Ce qui fait qu'à ce colloque-là, il y aura 4 associations signataires d'un document fondateur qui va nous permettre de commencer à réaliser l'unité et la cohésion Manjaak pour le développement du peuple Manjaak dans le monde entier, puisque nous sommes dans le monde entier, de par notre caractéristique même de migrants naturels, économique, culturelle. Notre migration n'est pas une culture en tant que nous, c'est culturel, c'est dans notre gène. C'est pour cela aussi qu'on n'oublie pas nos origines. Celui qui est parti sans savoir pourquoi ne saura jamais ou ne pensera jamais à revenir. Nous pensons à revenir parce qu'en partant, nous savions pourquoi nous sommes partis. Voilà, c'est un fond qui est resté à nous comme des gènes, même si nos parents ne l'ont pas dit. D'accord. Voilà. Vous pouvez préciser concernant le colloque les dates du colloque déjà, ce sera le vendredi 10 et samedi 11 octobre. Voilà. Et donc, c'est dommage qu'on n'a pas le programme ici pour rappeler les thèmes. On l'affichera. Bon, ça sera affiché. Donc, le colloque se déroulera sur 2 jours. On voulait faire en 1 jour, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne serait pas assez très sérieux parce que nous voulons engager un processus. Nous voulons ouvrir une nouvelle étape. C'est l'étape d'éveil. J'ai dit au début que Bakone a un projet historique jalonné par 3 moments clés. Le moment de réveil. Ce moment-là est réalisé. Le but est atteint, c'est fini. Il est classé historiquement. On attaque maintenant le deuxième moment qui est le moment d'éveil. Ce moment d'éveil aussi est jalonné par 3 phases. La phase de recrutement, la phase de formation et la phase de promotion des renaissants Manjaak. Donc, nous allons ouvrir un nouveau volet avec ce colloque-là. Et c'est à part de ce colloque-là qu'un nouveau livre sera ouvert. Celui qui va enregistrer des gens Manjaak prêts à renaître. Et donc, l'éveil commence là. Cette fois, l'information, c'est fini. Elle a été conclue par le congrès. Cette fois-là, maintenant, démarre la phase de l'action. C'est fini la théorie. Maintenant, c'est l'action. La seule chose qui va apparaître comme théorie, c'est au moment des bilans, de l'évaluation, pour savoir si on a bien fait ou pas, si on a respecté le programme ou pas, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas. C'est ça le sens de ce colloque-là. Et c'est là, cette fois-ci, quand je dis recrutement, on recrute les meilleurs, ceux qui sont prêts, disposés à l'action. J'insiste beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, on vous donne rendez-vous les vendredis 10 et samedi 11 octobre 2025 au restaurant Pataka à Herblay, donc chez Tabi. Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous le connaissent, pour ce colloque exceptionnel, organisé en partenariat avec Bakone, Alliance Manjaak et d'autres structures. Aseman et Kameam Mandiako. Aseman et Kameam Mandiako. Alors, un petit détail. Kameam, voilà, c'est vraiment là aussi c'est authentique, hein. C'est vraiment c'était le génie protecteur des émigrés. Voilà. Il jouait le rôle de ministère des Affaires étrangères. Avant de partir, on se fait enregistrer. Ou si on ne s'est pas fait enregistrer autour, on se fait enregistrer. En allant là-bas, et on fait une libération. J'aime le parabole que vous faites. Ouais. Oui, avec vraiment. Les ministres des... Voilà. En fait, parce que actuellement, pour communiquer, il faut actualiser les termes. Pour que les gens puissent s'y retrouver. Exactement. Voilà. En faisant le parallèle avec le ministère des Affaires étrangères, tout le monde va comprendre. Parce que tout le monde va voyager. Chacun va avoir un passeport. On ne peut pas l'avoir sans passer par le ministère des Affaires étrangères. Exactement. Donc, le Manjaak connaissait déjà ces principes-là.
Très bien. Il suffit juste seulement pour nous de les actualiser, de les positionner et de passer à l'action commune. Oui. Nous serons dans le concert du mouvement international. Parfait. Juste un dernier mot avant d'achever cet épisode. Pourquoi est-ce que les gens devraient participer à ce colloque? Marvin l'a dit. Celui qui perd son identité a tout perdu. Si tu perds en plus ton identité, et ça va ensemble, identité et langue, ça va ensemble. Donc, imagine que s'il n'avait pas il n'avait pas connaissance de quelques moments, Jacques. Ce jour-là, quand il avait déjà le poids de la fatigue toute une journée, un voyage chaotique. Il arrive énervé. Il allait dégoûté. Mais quand même, il a su utiliser le peu du Manjac qui était à sa possession. Il a pu accéder au lieu de colloque. L'identité. Jacques Attali l'a dit. Ne vous contentez jamais d'une seule identité. Mais Jacques Attali, quelqu'un comme Jacques Attali, c'est pas un Manjac comme nous. Aujourd'hui, nous parlons de culture. Mais Jacques Attali, quand quelqu'un parle, il faut d'abord essayer de savoir qui parle. Jacques Attali, c'est un économiste, hors pair, un grand intellectuel. Mais quand il parle de l'identité, il faut parler de l'identité professionnelle. Si tu as une seule spécialité, une seule compétence, tu n'as aucune chance. Il faut en avoir au moins 2. Voilà ce qu'il veut dire. Et donc, ce qui est vrai économiquement, l'est aussi culturellement. Si identitairement, là, une histoire. En 2000, quand on a... Rapidement, professeur. Hein. Malheureusement, il est l'heure, c'est fini. Hein? Oui. Ouais, malheureusement. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait alors? Non, allez-y. On vous laisse finir. C'est un exemple très important par rapport à la question. En 2000, quand on a organisé une conférence sur le thème religion et spiritualité chez les Manjac, il y a une fille qui était venue à la conférence. Il m'a dit, quand j'ai vu le tract, j'ai dit, ah, là, je ne vais pas rater. Tu sais pourquoi je lui ai dit non? Il me dit, là où je travaille avec une Camerounaise. Les autres, c'est des Blancs. Un jour, ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez nous parler de vos cultures? La Camerounaise l'a fait avec brio. Après, ils m'ont dit, c'est à toi, à ton tour. Je ne savais pas quoi dire. Le jour J, je leur ai dit, franchement, j'étais obligé de leur dire la vérité. Et ils me disent, c'est que tu ne peux pas imaginer. J'avais mal. Bien sûr. Moi-même, j'avais pitié de lui quand elle me disait, j'avais mal. La façon dont il m'a dit, moi-même, j'ai senti le sang, je ne sais pas comment on dit, une émotion. Même moi, j'avais mal autant qu'elle. La manière dont elle me l'a dit. Il me dit, c'est pour ça que quand j'ai vu, je suis venu, j'ai dit, ah là, je ne vais pas rater. Je crois que c'est ce qui arrive à Marvin. Et donc, ce jour-là, il faut l'imaginer, il sera possible un jour qu'on vous mette à l'épreuve de vous-même. Il n'y a pas de honte plus grande que celle-là. Oui. Et c'est ça qui justifie le combat pour. Ah oui, c'est vraiment ça. Ouais. On vous invite encore une fois à venir assister au colloque les 10 et 11 octobre 2025. C'est indispensable, vraiment. Le fait de connaître son identité, c'est un peu notre carte d'identité à l'extérieur, en fait. On ne peut pas nous respecter si on ne sait pas qui on est. Et donc, le travail du professeur est là justement pour nous redonner ce que nous avons perdu plus ou moins partiellement et nous permettre de nous reconstruire en tant qu'individu, en tant que communauté, tout simplement. Et l'ironie du sort, moi qui refusais de parler le Manjac, qui ne voulais même pas entendre parler de la Guinée, du Manjac, aujourd'hui, je peux dire que j'ai compris le Manjac qui me permet de me prononcer, au point que des gens viennent me demander conseil encore. T'imagines? Parce que tout simplement, j'ai aimé, j'ai pu accéder à certaines informations que peut-être seul celui qui habite sur le territoire là-bas est capable de comprendre. Parce que c'est comme comprendre une langue. Une langue, au début, pour l'apprendre, c'est difficile. Tu dis, comment je vais faire pour la comprendre? Et puis, tu commences à apprendre. Mais une fois que le mécanisme s'est mis en place, tu n'as plus besoin de demander à qui que ce soit. Les mots s'entraînent eux-mêmes. Et les mots s'expliquent eux-mêmes dès que tu les prononces ou dès que quelqu'un prononce. C'est-à-dire le processus est déclenché dans ta tête. Exact. Toutes les bonnes choses dont tu te fais, merci, professeur. Merci en tout cas. Merci infiniment.
Merci. Si vous avez un dernier mot à dire, face caméra. Je suis un peu partagé. Je ne sais pas si je dois le dire en manjac et en français. Comme vous voulez. On vous laisse Très faire. bien. Voilà. Bayetsinji manjako ma walen mbos mak and nyandre de karanya tim titi kay na ba tank na pièce na ba patch na man tel na ba taf ka na pa milio blinde tout. Et ma nyani nde bije ndu mundu nata petep nata njatap japoko ba fanja ka biduka ana njako jaat nduko ka fet ameriku lenti njana njako bu na njako rika furu ti nyan chiti ba ke chi tasampu cook mbofati ba diba cook ke china cook am chiti ba na cook ke bofri ba cook abanya na taking ebje renaissance africaine, c'est-à-dire puita nja buka buita mbuka nja fan babika nat jaka nat nokal jakuka do jaka bofri ba cook am di ke cook tank muiteratu forso nyano forso na chiwi chulu na telro muitero forso njaka teler ngi njanga jongo muitera jungul njaka lemp nangul nja lemp na bangul jaka ka jeje ba kayer karom banyandi ka jinja tenja ka chibinja dombi chitakal na njakuri ka four na njaku jena chitiba kia chitika rom toujours na njaku jamais dika dekonya dika kiji konya dika ka ber konyan a chitu chebal rek na njaku rika beng nyangal ki chinapat na tafu mkatu kono na njaku benga tinya witara ko monton tagn pour bora ninja banyani kinyan di jampsa bantoy ba sinu pat na ba ninu pat na ba boku pat ono patu kal upatu tin na ba sinin di jampsa njaka teller nda puri pa teller banyan ci unda ci émission diti jaka ruwatan rawat njaka celler kolog pani donc bi a ci ulempi banyan ci ti plein par fanu pati fan ba temu nja fan di jampsa na miati ni para chant a buja kologa ci di pari we ba lent na ondul ngin comprendre tu babo est-ce qu'on pourrait planter na manon ka pebano que meba que me koy ko doy am meba koy ko doy que tank njaba que tank banjako am tank banjako bor blinga tu an jende baran karanya la ka nyanu tul njaka bor na tul blinga tu legi mayitara tu babo no pro pat wi me ba ko njako mo borokal mes chers jeunes frères, cousines, nièces et neveux, je m'adresse à vous, c'est Sekundiaï, et je m'adresse donc à vous pour vous dire ceci. Le monde est en train d'avancer et tout le monde avance. Aujourd'hui, chaque communauté essaie de renouer avec ses origines pour essayer de retrouver le chemin perdu. Demain, au jour du rendez-vous de demain, il ne faut pas que les Manjak soient parmi les derniers. Nous devons être au peloton de tête. Si nous ne sommes pas en tête, nous devons être parmi les meilleurs. Et nous pouvons être les meilleurs en renouant avec nos origines. Nos valeurs font toujours partie des valeurs, sont des valeurs universelles et universalisables. Et si on les proposer au monde, et pour les proposer au monde, encore faut-il qu'on les comprenne, on les maîtrise, on puisse les traduire, les expliquer. Et c'est le sens du combat que nous menons à travers des émissions comme celle-là, à travers des rencontres que nous faisons, des conférences, des colloques, dont celui qui arrive le 10 et le 11, et qui a pour but, encore une fois, retenir le bien, d'étudier et d'essayer de voir comment transformer nos valeurs culturelles en force économique. C'est le mot clé. Essayez de retenir ce mot-là. Ce colloque-là va parler de la question suivante. Comment transformer nos valeurs culturelles en force économique pour que chacun puisse y trouver son compte. Pour que les Manjak de demain puissent créer des entreprises où leurs enfants pourront créer et même embaucher d'autres ethnies qui ne sont pas des Manjak. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce beau message et pour ce bel appel à l'unité. Marvin? Professeur, merci beaucoup. Nous aurions pu parler pendant... Il y a un très beau proverbe qui le dit, hein. Un sac de piment a beau être vide, il en restera toujours assez pour faire éternuer. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour celles et ceux qui voudront en savoir un peu plus, venez nombreux le 10 et 11 octobre 2025 au restaurant Pataka. Les infos qui seront distribuées là-bas seront
capital pour la renaissance, Mandiak. Trop parler peut conduire au mensonge. Merci de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci.